Bonjour tout le monde, merci pour ces présentations très riches. François Lebas, directeur du DUMG de Caen. Je voudrais poser une question à Monsieur Caillot sur le retour au stage de 3 mois couplé en santé de la femme, santé de l'enfant. Il y a des facs, dont la mienne, où on fait un effort pour créer des stages ambulatoires en santé de la femme et en santé de l'enfant. C'est un travail énorme qui prend forme maintenant, ce qui nous permet une très grande partie des étudiants, une grande majorité, de pouvoir faire 6 mois en santé de la femme et 6 mois en santé de l'enfant. Considérez-vous qu'un professionnel de soins premiers doit être si peu formé pour les enfants et pour la femme? Pourquoi alors maintenir 6 mois d'urgence? Pourquoi maintenir 6 mois de médecine polyvalente? Le but d'un stage libre, c'est de renforcer une compétence dans un domaine qui peut être intéressant pour le professionnel, mais il y a 2 choses à ne pas confondre, à mon avis: la formation initiale puis la formation continue tout au long de l'exercice, où on peut se former à d'autres domaines qui peuvent être importants suivant l'endroit que l'on pratique, suivant notre patientèle, suivant le lieu de vie. Voilà. Et pour ces formations un petit peu plus spécifiques, il existe les FST aujourd'hui. Donc je ne comprends pas bien pourquoi on veut faire machine arrière sur le sacrifice de la connaissance de la santé de la femme et de la santé de l'enfant. J'attends. Merci. Déjà, merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait interroger sur pourquoi on souhaiterait faire un couplage. Déjà, première chose, on ne souhaite pas une disparition en fait, d'une formation en santé de la femme et santé de l'enfant. De même, je rappelle qu'avant la réforme de 2017, de nombreuses facultés ne faisaient qu'un stage, soit de santé de l'enfant, soit de santé de la femme. Est-ce que pour autant, les internes de médecine générale qui en sortaient et qui devenaient médecins généralistes étaient soit dits incompétents en gynécologie lorsqu'ils avaient fait un stage de santé de l'enfant, soit inversement incompétents en gynécologie parce qu'ils avaient fait un stage en santé... pardon, excusez-moi, je me suis trompé, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. L'objectif, c'est qu'on ait toujours une formation en santé de la femme et santé de l'enfant. Nous, on aimerait vraiment qu'elle soit, par contre, ambulatoire, ou en grande partie ambulatoire, tout du moins partagée. C'est ça, pour nous, le plus important. Et si on a de bons enseignants, de bons enseignements, en 3 mois, on peut devenir très compétent dans ce domaine-là. Par ailleurs, l'utilisation du contrat pédagogique a là tout son intérêt, puisque un étudiant qui serait en difficulté en santé de l'enfant et en santé de la femme pourrait ainsi, lors de son stage libre, se le voir, pas forcément fléché, mais en tout cas fortement conseillé, vers justement une nouvelle formation santé de la femme, santé de l'enfant de 3 mois, 3 mois. À ce moment-là, on retombe sur un schéma de 6 mois, 6 mois, et ça permet ainsi d'avoir l'assurance d'une compétence pure. Évidemment, ça voudra dire qu'il faudra faire un très bon suivi des étudiants, et j'ai toute confiance en vous pour réussir à faire ce suivi. Et pourquoi pas en médecine d'urgence et pourquoi pas en médecine polyvalente? Merci. Pourquoi pas en médecine d'urgence et puis en... Merci de venir au micro quand vous posez les questions. Pourquoi pas en médecine d'urgence? Déjà, il me semble que ça fait partie de la marguerite des compétences, de savoir distinguer l'urgence aiguë de l'urgence ressentie. 6 mois en urgence, c'est ce qui est marqué dans la phase socle. C'est très important pour nous, pour bien faire le distinguo, et on travaille quand même en partenariat avec les urgentistes, puisqu'on leur adresse des patients lorsqu'on est médecin généraliste. Donc nous, ça nous semble cohérent de garder en tout cas ces 6 mois. Après, vous avez dit 6 mois en médecine polyvalente. Je rejoins tout à fait ce qu'avait dit Jeanne tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas médecine polyvalente qu'on souhaite. C'est un stage orienté gériatrique. Rien n'empêche qu'on puisse avoir 3 mois de médecine polyvalente et 3 mois de gériatrie. À ce moment-là, il y aurait 3 mois différents, et ce serait tout à fait intéressant pour les internes de le faire. On a déjà eu des retours de couplage de ce type, ou avec des internes qui trouvaient ça plus pertinent et plus adapté, toujours en fonction de leur projet professionnel. Question. Bonjour, je suis Vincent Claudel, médecin généraliste en Ariège. J'aimerais revenir donc sur la cartographie. Je sais que ce n'est pas encore défini, mais pour moi c'est fondamental. On a compris que la 4e année professionnalisante, il y avait deux choses qui la sous-tendaient. C'était d'une part la formation des internes et d'autre part la démographie médicale. Ce dont j'ai peur, moi, c'est que la démographie médicale l'emporte sur la formation des internes.
J'ai peur qu'on envoie des jeunes médecins avec assez peu d'expérience dans des zones sous-denses où les patients sont plus âgés, où il n'y a plus beaucoup de médecins généralistes, mais aussi spécialistes. Et j'ai peur, en fait, que cette 4e année professionnalisante soit plus une année de service sanitaire obligatoire, donc une mesure coercitive, qu'une année de formation. Et j'espère que vous pourrez me rassurer. Merci. Olivier. Est-ce que tu veux bien m'accorder 5 minutes pour te rassurer? J'ai prévu d'en parler tout à l'heure parce que c'est un enjeu extrêmement important et dans les quelques diapositives que je vous présenterai, dont j'essaierai d'intégrer les différentes remarques qui ont été faites, je te promets que j'intégrerai celle-là. Aurélie Janceski, médecin dans les Hautes-Alpes. Alors je remercie mon collègue pour sa question tout à l'heure sur le stage couplé mère-enfant. En 2017, il y avait des zones où il n'y en avait pas. Et c'était dramatique, et on était bien contents d'avoir pu créer 6 mois. Et alors, c'est bien parce qu'on a eu les mots-clés qu'on aime bien, ambulatoire, travail coordonné, travail main dans la main. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec un stage couplé mère-enfant, et du coup, lui donner un stage libre, on donne à nouveau de la place pour l'hôpital. J'ai même lu, il me semble, sur une diapo, phase de consolidation hospitalière. Et là, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait tous marche arrière, alors que la marche avant était si compliquée à faire, pour justement avoir un ES en médecine ambulatoire adapté à notre pratique. Alors certes, j'ai entendu, et c'est vrai, certains internes de médecine générale feront un métier hospitalier, ils se formeront en formation médicale continue, vous avez donné les chiffres, il me semble être quand même à la marge, et donc pourquoi l'ISNAR est en train, si j'ai bien saisi ce que vous nous avez dit, de défendre, de revenir plus à l'hôpital, notamment avec la 4e année. Je suis perplexe, j'ai peut-être mal compris. Je vous écoute. Alors, je pense que soit c'est que je me suis probablement mal exprimé, ou c'est que peut-être les diapos n'étaient pas forcément assez limpides. Pour le stage libre, il n'est pas dit que ce serait un stage hospitalier, il me semble. Un stage libre, c'est un stage au choix. Par ailleurs, j'ai pu dire qu'on souhaitait que le stage mère-enfant soit très fortement orienté ambulatoire. Ça ferait déjà 3 stages ambulatoires. Si on rajoute le fait que dans le stage libre, arrivé à un certain stade, on pourrait faire un second ça se passe, comme ça peut se faire déjà dans certaines facultés. Je vais prendre exceptionnellement ma région, puisque du coup je la connais un petit peu plus que les autres, mais dans la mienne, il est possible déjà de faire 2 ça se passe. Donc le stagiaire pourrait être utilisé pour faire un 2e ça se passe. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une maquette hospitalière? Il ne me semble pas. Pour la suite, parce que du coup vous me l'avez dit, il me semble difficile de dire que 13,9% c'est quand même la marge. C'est pas une marge, ça reste des internes. Ça reste des internes qu'il faudra savoir accompagner. Et j'ai par ailleurs dit qu'ils souhaitaient faire soit de l'exercice hospitalier, soit de l'exercice partagé. L'exercice partagé, c'est les hôpitaux de proximité qui font partie plutôt d'un contexte ambulatoire et qui peuvent être intégrés, il me semble, plutôt dans une maquette ambulatoire, par exemple en docteur junior ambulatoire. Par contre, il y en a certains qui veulent effectivement faire des exercices plus polyvalents. Donc leur permettre d'avoir la possibilité de pouvoir faire également de l'hospitalier ne semble pas incohérent avec la mise en place d'une phase de consolidation qui vise à un projet professionnel et donc à toujours accompagner son interne. Messieurs, dames, bonjour. Quentin Dégé, interne en 4e semestre de médecine générale à Lyon. Une question à vous poser, je vais mettre les pieds dans le plat. J'entends que les arguments principaux pour la mise en place de cette 4e année seraient une meilleure qualité de soins pour les patients et une amélioration de la qualité de la formation. Pourquoi ne pas améliorer la qualité de formation lors de nos 3 premières années ? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire dès maintenant? Est-ce que ce ne serait pas plutôt soit une forme de complexe d'infériorité, soit une comparaison avec les autres spécialités qui ont plus d'années d'études que nous? Donc cette raison-là, ou alors obtenir des revalorisations de salaire ou des revalorisations de statut par rapport à ces autres spécialités. Pourquoi est-ce que cet argument-là n'est pas mis davantage en avant pour expliquer cette 4e année qui nous est proposée?
quand je discute en off avec les différents maîtres de stage universitaires ou pas membres du CNGE, je n'ai pas l'occasion, c'est plutôt ces arguments-là qui mettent en avant. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous propose ça. C'est une diminution de mes droits, c'est mon maintien plus longtemps dans un statut précaire d'interne, alors que moi, l'une des raisons qui m'a fait choisir la médecine générale, c'est qu'après avoir passé 3 ans dans un statut précaire d'externe, je me disais, ouf, je vais enfin pouvoir quitter l'hôpital plus tôt, je vais enfin pouvoir exercer mon métier librement de médecin généraliste plus tôt, je vais pouvoir être diplômé en 3 ans. Et là, vous me rajoutez une 4e année de plus. Ça, pour moi, c'est une diminution de mes droits. Merci pour votre question. Alors, oui, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a plusieurs questions où... Bon, c'est un petit peu... alors moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit à la fin de mon diaporama, c'est le besoin d'un temps long. Moi, je veux bien qu'on arrive à me démontrer qu'on arrive à avoir un niveau de compétence attendu pour être un professionnel apte à prendre les clés de son cabinet le lendemain de sa diplomation en 3 ans. Avec actuellement les capacités qu'on a, malgré le SASPAS, on n'y arrive pas. Donc voilà, la première chose, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un temps plus long pour former en particulier à la compétence professionnalisme et à la compétence continuité, suivi, coordination. Ensuite, alors effectivement, on peut se dire qu'on va choisir un truc rapide pour à la fin aller faire un truc qui nous plaît après. Ça peut être une façon de choisir une filière. Moi, je pense que c'est quand même plus intéressant de se dire je vais me former à un métier qui m'intéresse et je vais bien m'y former pour, comme je dis, être tranquille, ni en difficulté, ni mettre les patients en difficulté à la fin de ma formation, parce que je serai un professionnel, quoi. Alors que pour l'instant, on voit bien qu'à la fin du SASPAS, tous les maîtres de stage SASPAS savent bien que c'est pas encore fini. Et c'est pas encore fini juste pour être un médecin, c'est pas encore fini pour être complètement autonome. Ça veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Nous-mêmes, on a été formés sur le tas et on a mis des années, mais on y est arrivé. Mon enjeu, c'est la responsabilité sociale. C'est de répondre à « donnez-nous des médecins clés en main ». Et ben moi, c'est ça que je voudrais. Et il faut 4 ans pour ça. Allez-y. Bonjour, Quentin Delval, je suis actuellement le président du syndicat des internes de médecine générale de Lyon, CIREL-IMG. J'interviens après Quentin pour une question pour Madame Laurence Compagnon. Vous avez encore évoqué le temps long qui est nécessaire pour l'acquisition des compétences d'un médecin généraliste idéalisé. Ma question, c'est finalement, est-ce que notre temps court actuel n'est-il pas mal utilisé? Est-ce qu'on n'a pas trop de temps inutile? Parce que dans la formation, il y a énormément de temps, de perte de temps inutile. En stage de gynécologie hospitalier désadapté, en stage de pédiatrie hospitalière désadapté, en stage où on ne peut pas faire à la fois du libéral et à la fois de l'hospitalier pour acquérir des compétences mixtes, savoir où vont nos patients quand on les envoie vers le secteur hospitalier. C'est bien de tout voir, mais 6 mois pour ça, et 2 fois 6 mois. Voilà, c'est la question que je pose. Et enfin, quid du projet professionnel? Parce que vous dites, c'est un temps trop court, mais finalement, le temps trop court, il est mal exploité, parce qu'en 4 ans, on ne va pas faire mieux. On va juste remplacer la 4e année de remplacement, qui est du remplacement. Les gens qui sortent font soit du remplacement, soit ils s'installent en hospitalier. Donc en fait, on va dire, vous allez travailler comme des internes en formation, alors que hier, vous étiez capable d'être remplacé. D'ailleurs, vous avez la licence de remplacement. Très bien. Et on va vous dire, ça va vous permettre d'être de meilleurs professionnels. Non, en 1 an de remplacement, on ne va pas acquérir de meilleures connaissances. Juste pour rebondir sur le dernier, oui, en 1 an de remplacement, je pense qu'on ne va pas acquérir beaucoup plus de compétences. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas de supervision, et donc il n'y a pas de rétroaction, il n'y a pas de posture réflexive, aidée et conduite et supervisée. En revanche, avec effectivement une formation d'1 an supplémentaire, là, je pense qu'il va y avoir vraiment une plus-value. Ça, c'est mon avis, en tout cas.
ce que j'entends, c'est que vous dites, finalement, en 3 ans, on pourrait y arriver aussi. Alors, si effectivement, on pouvait avoir 3 ans d'ambulatoire en médecine générale, là, je pense qu'on pourrait à peu près y arriver. Mais ce n'est pas possible. Clairement, le système actuel de santé ne laissera pas retirer les médecins, les futurs généralistes complètement des hôpitaux pendant leur formation. Donc on n'a pas la main, on n'a la main que sur 1 an actuellement. Donc si vous me dites, en fait, j'ai la possibilité de changer ça complètement et de mettre 3 ans en ambulatoire, moi j'achète. Juste, moi j'ai fait 3 stages ambulatoires, enfin je vais faire 3 stages ambulatoires grâce aux femmes-enfants couplées ambulatoires. Et demain, je m'installe en juin 2022, en sortant en mai 2022. Parce que j'ai acquis le temps nécessaire, je pense, en tant que praticien libéral, pour avoir la capacité de m'installer. Et ça, c'est mon projet à moi, et j'ai choisi de faire du libéral pendant 1 an et demi. Donc, 1,5 du temps du DES, ce que vous avez évoqué dans le temps long de la 4e année. C'est ça qu'il faut tendre, je pense. Enfin, c'est vers là qu'il faut tendre. Très bien, on vous félicite cette rapidité de formation, mais il y a aussi les résultats des études qui montrent quand même que la majorité des internes ne valident pas leur DES en 3 ans. Mais voilà. Autre question. Bonjour, Vincent Renard. Je suis médecin généraliste dans le Val-de-Marne. J'aurais une remarque. Une remarque qui tient notamment à ce qui est dit de l'importance ou de la nécessité, selon les étudiants, de teinter, entre guillemets, la formation avec soit la gériatrie, soit la psychiatrie. Alors j'ai une remarque et j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. D'une part, ça me surprend toujours un petit peu parce que dans la formation hospitalière, les stages de médecine polyvalente, en fait, les gens qui sont hospitalisés en médecine polyvalente, en fait, sont des personnes âgées. Il y a rarement des jeunes en médecine polyvalente, ou alors dans des services extrêmement pointus, cibles, qui ne constituent qu'une très petite minorité des stages agréés pour la médecine polyvalente hospitalière. Donc, en stage hospitalier, on prend en charge des personnes âgées, et par ailleurs, en médecine générale ambulatoire, l'immense majorité des patients sont également des personnes âgées. Donc, à partir du moment où on a de manière mixte un stage hospitalier qui est plus que teinté personnes âgées et des stages ambulatoires qui sont également plus teintés que personnes âgées, je ne vois pas comment teinter plus ou la nature de la revendication, comme si les services de gériatrie constituaient une plus-value par rapport aux stages ambulatoires en médecine générale et par rapport aux stages de médecine polyvalente hospitalière. Et puis pour la psychiatrie, alors je rejoins ce qui a été dit, je rappelle que les motifs de consultation, il y a une très forte prévalence des troubles anxio-dépressifs en médecine générale, mais que pour être compétent dans ce domaine-là, c'est clairement pas en psychiatrie qu'on apprend ça. Alors, j'entends bien la volonté, et pourquoi pas, de faire quelques vacations pour les étudiants qui ne sont pas familiarisés avec les patients psychiatriques lourds, pour ne pas avoir cette crainte ou cette difficulté quand ils sont en situation de prendre en charge ces patients. Mais la formation à la prise en charge des patients présentant des symptômes psychologiques ou de troubles psychopathologiques en soins premiers, ça relève vraiment à la fois des stages ambulatoires, d'où l'importance de leur priorisation, et d'autre part de pallier la carence actuelle de la formation dans le DES, parce qu'il y a une carence. Il y a une carence liée notamment au temps trop court, parce qu'il y a un moment, compte tenu de l'importance du champ, on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que le chantier actuellement mené, et en collaboration avec certains psychiatres d'ailleurs, sur on va dire, ce qui est pour le moment des formations pilotes et qui demain ont vocation à s'homogénéiser et s'harmoniser sur l'ensemble du territoire, de formations spécifiques supplémentaires dans le cadre du DES
à la prise en charge de ces patients m'apparaît non seulement indispensable, mais répondre parfaitement aux besoins exprimés que j'entends bien et que je juge parfaitement pertinents de formation supplémentaire dans le cadre de ce DES pour la prise en charge de ces patients. Merci pour la question. Je vais me permettre de répondre. Du coup, pour les services de médecine polyvalente, si effectivement c'est déjà le cas que la grande majorité des services se font dans un contexte gériatrique, finalement, ça ne coûte pas grand-chose de le rajouter effectivement dans la maquette de façon très officielle. Ça évitera simplement que effectivement les internes de médecine générale se retrouvent potentiellement dans des stages surspécialisés, pour le coup, dans des services de médecine polyvalente. Donc voilà, je pense que s'il le souhaite, Morgane complétera, mais je pense que la revendication, elle est là, simplement s'assurer qu'effectivement il y a une teinte gériatrique et pouvoir le formaliser. Pour la psychiatrie, l'objectif n'était pas forcément d'avoir, là encore, des stages surspécialisés ou des demi-journées dans des services surspécialisés avec des pathologies psychiatriques lourdes. C'était plutôt des demi-journées qui émaillent la formation, que ça puisse être, par exemple, en XAPA, aux urgences psychiatriques, dans un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, par exemple, pour des pathologies courantes auxquelles les étudiants pourront être formés et pourront surtout être confrontés en tant que jeunes médecins. Morgane Caillot, peut-être un complément de réponse. Du coup, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Jeanne, surtout que ce sont des choses que l'on défend depuis au moins 2018 à l'ISNAR-IMG. Donc je ne reviendrai pas sur le côté gériatrique. Côté psychiatrique, un petit complément, c'est qu'évidemment, ces demi-journées seraient incluses dans les stages que l'on fait déjà, c'est-à-dire et adaptées à ceux-ci. Typiquement, faire des urgences psychiatriques se ferait fait pendant qu'on fait des urgences adultes, par exemple. Ou tout ce qui va être XAPA, on est très en relation avec le XAPA aussi en ambulatoire, donc pouvoir le faire dans le cadre de l'ambulatoire. Il y a plein de petites choses comme ça. Évidemment, tout ce qui est adolescent, du coup, ça serait en pédiatrie, etc. etc. Et dernière petite chose, je voulais vous dire que toutes les propositions que j'ai pu vous faire jusque-là concernant une hypothétique 4e année telle que nous on la conçoit en tant qu'interne de médecine générale, vous pourrez la retrouver à notre stand puisqu'on a fait une contribution dédiée sur le sujet. Moi, je voulais peut-être plus faire un témoignage ou une remarque. Donc, je suis installé à Celles-sur-Belle depuis le 6 janvier 2020, docteur depuis le 19 décembre 2019, spécialiste en médecine générale depuis octobre 2019 et j'ai fini mon internat en mai 2019, après 3 ans et demi d'internat. Je me posais la question effectivement de ce que ça pouvait être cette 4e année de médecine générale et en écoutant les témoignages de mes collègues qui sont encore en formation, je me suis fait la réflexion suivante. En tant qu'externe, j'ai découvert ce qu'était la médecine générale. En tant qu'interne et en stage de niveau 1, j'ai commencé à apprendre mon métier de médecin généraliste. En tant que ça se passe, j'ai aperçu de ce que pouvait être une partie de métier de médecin généraliste, mais je sentais que ça ne ressemblait pas vraiment à ce que j'avais vu en niveau 1. Et quand je me suis installé, alors je me suis installé rapidement parce que j'avais envie de m'installer rapidement, puis j'avais des obligations envers l'État, j'ai compris ce que c'était le métier de médecin généraliste et tout ce qu'était cette complexité et tout ce qu'étaient ces difficultés à accompagner les personnes en souffrance physique, les problèmes de complexité biopsychosociale, de complexité biomédicale de certaines situations auxquelles on est confronté. Et c'est peut-être, je pense, ce sens-là que vous voulez donner à cette 5e année, c'est-à-dire que je ne suis devenu médecin 4e année, peut-être qu'il en faudrait 2 de plus. Non, c'est une blague, c'est une blague. Pas tout de suite. Peut-être que le sens qu'il faudrait donner à... Moi, j'ai l'impression d'être devenu médecin généraliste qu'à partir du moment où je suis devenu leur médecin généraliste. Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens, ils vont pas nous donner la même confiance. À partir du moment où j'ai remplacé mon prédécesseur, les gens ne me disaient pas la même chose que lorsque je faisais un remplacement auprès d'un autre praticien. Et ça, c'est extrêmement important, et peut-être que c'est le sens qui doit être donné, c'est-à-dire c'est une 4e année qu'on fait dans une logique d'installation sur un territoire. Et après, bien sûr, on peut avoir des exercices couplés, mais je pense qu'il faut quand même garder cette idée-là.
Bonjour à tous, je m'appelle Léo Sillon, je suis interne de médecine générale à Paris. Je suis par ailleurs premier vice-président de l'intersyndicale nationale des internes. Et je remercie le CNGE pour son invitation. Et effectivement, on a pris part, on a échangé pas mal déjà sur cette question, ce projet de 4e année. Et autant au début, c'est vrai que nous, les internes qu'on représente, étaient très, très réticents au projet. Je pense qu'il y a un constat qui est légitime de dire qu'il y a des choses à parfaire dans la formation, où il y a quelque chose de précipité en terminant le DES en 3 ans, avec des inquiétudes, des angoisses, des choses qui pourraient être améliorées. On parle effectivement d'un temps long pour continuer à acquérir ces compétences. Je pense qu'on a besoin d'avoir cette réflexion de où est-ce qu'on fixe la compétence à avoir, et en même temps, on n'aura pas un médecin accompli, expérimenté et terminé au bout de 4 ans. En même temps, on a des choses à rajouter. Est-ce que la 4e année du DES est la modalité pour dispenser ces compétences? C'est un débat effectivement qu'on peut avoir. Je pense que le temps long, c'est aussi le temps de la vie, et l'exercice, ça a été très bien dit aussi. Il y a des choses qu'on ne pourra pas toucher tant qu'on est de toute façon dans un cadre d'internat. Mais en tout cas, sous cette hypothèse, et c'est le choix qu'on a fait d'être avec vous à la table des discussions et d'essayer d'élaborer le projet et de voir où ça nous mène, de trouver un statut qui ne rallonge pas l'internat sous ce statut d'interne qui est précarisant, qui est un peu difficile, comme ça a été fait remarquer par les internes de Lyon, de dire aussi on arrive à un stade de la vie où on n'est pas encore au bout, mais ça fait 10 ans qu'on est dans les études de médecine. Il y a d'autres projets avec. Et juste pour reprendre, vous avez dit une obligation sociale d'avoir des bons médecins pour bien soigner des patients. J'ai envie de vous dire, un bon médecin, c'est aussi un médecin qui est épanoui dans la vie. C'est aussi un médecin qui a un équilibre, qui a d'autres projets à côté, qui a les moyens de mener le reste de sa vie. Et on trouve quand même qu'aujourd'hui, le salaire de docteur junior et d'interne et le statut qu'il a et ce qui est permis sont un petit peu légers. Il y a une vraie réponse de votre part de dire on va réfléchir à un statut qui soit plus adapté, par exemple de docteur junior ambulatoire, si on veut l'appeler comme ça. Mais ma question, et on sent déjà la résistance arriver au niveau des cabinets ministériels notamment, et au niveau du droit, puisque si on se place sous la lettre de la loi, on ne peut pas faire de différence entre une spécialité et une autre si on se place sous le même texte. Et si on parle de docteur junior et de phase de consolidation sous la réforme du 3e cycle, comment est-ce qu'on va justifier de pouvoir avoir un statut différent sans que ce soit la course à l'échalote et que toutes les autres spécialités disent bah, attendez, les médecins généralistes ont la possibilité, et je trouve ça sensé, arriver à un niveau expérimenté de pouvoir toucher par exemple une partie du travail qu'ils effectuent, mais on va avoir tout le monde qui va dire mais attendez, moi aussi dans ce cas-là j'en ai envie, j'en ai besoin. Et face à ce risque-là, je pense qu'on va tout simplement nous refuser en fait, d'avoir un statut plus avantageux ou plus compréhensif de la situation que sera celle des docteurs juniors ambulatoires. Merci pour votre intervention, Monsieur le Vice-président.